Mercredi 16 avril. Je me lève intriguée. Intriguée par ce fou jour qui rentre dans la pièce. Oh, je me suis couchée tard, ayant tricoté, et levée encore plus tard. La couleur que je vois à travers les vitres n'augure rien de bon. J'ouvre la porte et je sors. Y a-t-il rien de plus singulier que ce ciel-là ? Eh bien, c'est totalement couvert, et nous en avons l'habitude. Il y a une espèce de texture étrange dans ce ton-sur-ton de gris très pâle sur blanc-gris de nuages. On y distingue des formes par endroits, des masses plus grises aussi, et le soleil est invisible. Mais sa lueur aveugle le capteur de l'appareil photo. Comme toujours, impossible de restituer cette impression visuelle. Sa luminescence est extrême, mais ses contours sont introuvables. Alors l'appareil s'y brûle l'œil, moi aussi du reste. La lumière de ce soleil me brûle jusqu'au cerveau, désorganise mon intérieur. Et si le soleil, ce reflet, ce point focal, n'était qu'une manifestation électromagnétique ? Non, pas la boule de feu, celle qui nous fait rêver depuis toujours, ce principe feu, orange, chaud, fécondant, poétique. Ce soleil-là est froid. Nous avons parlé des lumières à diode électroluminescentes, une lumière qui n'est techniquement pas de la lumière mais un influx électrique. Juste la vibration de l'intensité lumineuse, mais pas sa chaleur, pas son feu. Une ampoule, c'est du feu. Enfin, c'est pas du feu, pardon. Ce sont des braises, c'est une résistance. Un matériau qui chauffe tellement qu'il devient lumineux. Mais là non, c'est une lumière froide. Une lumière qui ne chauffe pas. C'est d'ailleurs ce qu'on reconnaît au LED. On peut se chauffer avec une ampoule. Une petite pièce peut être réchauffée par une ampoule, mais pas par une diode. Ce soleil-là, qu'est-ce que c'est que ce soleil-là ? Ça commence à se voir, n'est-ce pas, que ce culte solaire est bidon, que ce soleil est mauvais, que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Je fais quelques pas. Je remarque que l'érable a choisi ce jour sans jour pour débourrer. C'est curieux, hier, je n'ai pas remarqué ces feuilles. Ces petites feuilles déjà presque visibles qui hérissent sa silhouette. Et il y a un stade où ces bourgeons, qui sont minuscules, s'ouvrent d'un coup et changent du tout la silhouette de l'arbre. En 2 ou 3 jours, en 1 ou 2 jours. Et là, entre hier et aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait assez de chaleur et de lumière pour que cela arrive. C'est curieux. Mais je trouve tout curieux désormais. Alors, je vais jusqu'à la route. Et le spectacle est singulier. Par là-bas vers l'ouest, il y a des éclaircies, de nuages blancs moutonneux, et des trouées de beau ciel bleu. Mais plus loin, comme un arrière-plan de théâtre, justement sur ce ciel bleu qui serait l'arrière-plan, bien il y a des traînées parallèles, des tas de traînées parallèles, pas complètement nettes, presque nuageuses, mais tellement parallèles, tellement incongrues. Alors c'est ça qu'il fabrique par derrière les nuages. Et comment ne pas le voir, je vous prie ? Je marche dans le jardin à la recherche d'un sujet à photographier pour bien montrer à quel point les ombres sont absentes. C'est une véritable lumière de studio, une lumière flatteuse pour les visages. C'est la qualité que l'on recherche justement à éteindre toute ombre pour ne pas marquer les rides, pour ne pas voir l'ombre du nez, etc. en studio. Et tout ceci, là où nous croyons vivre cette terre, cette atmosphère, est seulement un environnement naturel. Je repensais à ça, à l'effet qu'avait sur moi la lumière et les couleurs des paysages
quand je voyageais à pied, que je voyageasse au long cours plusieurs jours ou juste plusieurs heures pour rentrer chez moi à travers la campagne, des choses comme ça. J'étais parfois transportée. Oui, mon cœur était plus pur, pourrait-on dire, j'étais plus jeune, j'étais plus neuve à tout cela. Mais j'étais aussi très mal dans ma peau à ce moment-là, étant jeune. J'avais encore tout à déblayer, donc j'étais très mal aussi. Parce qu'on pourrait dire, c'est parce que maintenant je suis blasée, je suis grisée, dégrisée justement, et je ne suis plus grisée par toutes ces couleurs. Grisée par la couleur, ouais. C'était une impression jubilatoire, presque physiologique. Non, j'ai pas dit un orgasme, non, pas du tout. Mais un sentiment de vitalité interne, de joie, de faim et soif. Même une fois, je n'ai pas su quoi faire de ces émotions. J'ai eu faim d'un coup. J'ai sorti mon casse-croûte. Mais là non. Je trouve tout terne. Et cette impression de vitalité profonde, cette joie, cette vitalité physiologique, elle est très difficile à contacter. Très difficile, très impossible. Très impossible. Et je ne pense pas que nous soyons nous-mêmes en cause. Parce que nous avons la foi et nous sommes toujours capables de sentiments très profonds. Mais à l'instar de ces productions industrielles qui décroissent en qualité, y compris le goût des aliments, le goût même des fruitiers qui sont plantés. Les pommes n'ont plus de goût. Les coings, disait une dame, il y a une petite quinzaine d'années, elle me disait, il y a un cognacier, vous regardez le cognacier du jardin, c'était une dame portugaise, j'en avais déjà parlé une fois, à Saint-Pons-de-Thomières. Et elle disait, vous regardez le cognacier du jardin, j'aime bien les coings, mais ils sont pas bons. Ils n'ont plus de goût. Quand j'étais petite, un seul coing sentait tellement fort dans toute la cuisine. Et là, ils ne sentent plus. Ils sont bons, mais ils n'ont presque plus de goût. Donc si les gens disent ça, nous les avons pris pour des vieux gagas dont le goût, à eux, dont les papilles déclinaient, mais c'est faux. Nous avons vu ce qui se passe. Quand tous les fruits sauvages sont arrachés, toutes les souches sauvages, les souches, je veux dire les lignées d'arbres, sont arrachées avec les haies. Et ce qui est replanté, c'est de la production... comment est-ce qu'on dit agricole, agroalimentaire, oui, agricole, maîtrisé, trafiqué, transformé. Ce ne sont plus les fruits de la vie, ce ne sont plus les goûts de la vie. L'eau, l'air, rien n'est plus le même. Quelqu'un m'avait dit également du côté de Saint-Pons-de-Thomières, à peu près au même moment, oui, c'était quelqu'un qui faisait des matelas, la laine de mouton. Il disait mais ça vaut plus rien la laine maintenant, il faut refaire un matelas au bout de quelques décennies, alors qu'avant, même au bout d'un siècle, un bon matelas, si vous l'aviez bien retourné, il y avait même pas forcément à le refaire. Et je lui dis mais ça tient à quoi? Ben il dit la laine n'a plus le même ressort. Si on évente un matelas ancien, on aura une laine avec beaucoup de ressorts, très tire-bouchonnée, très crépue, de très bonne qualité. Et maintenant, la laine n'a plus ce ressort. La laine elle-même, donc les brebis, et il me dit les brebis sont stressées. Mais oui, mais c'est pareil avec nos cheveux. Nos cheveux peuvent pousser énervés quand ils commencent à pousser blancs aussi. C'est comme s'ils devenaient non pas crépus, mais ils poussent dans une forme de chaos. Et le cheveu n'est plus lisse et ondulé, il est tout énervé. Et ben c'est ça. On ne devrait même pas avoir des cheveux blancs, ça ce sont des toxines. Les animaux n'ont pas le poil blanc comme nous avons les cheveux blancs très tôt dans leur vie. L'animal sauvage, je parle pas des animaux domestiques. Les animaux domestiques, comme ils vivent avec les humains dégénérés, ils ont leur même maladie dégénérée. Regardez le nombre de maladies de civilisation qu'il y a chez les animaux domestiques. Non, je parle de l'animal sauvage. L'animal domestique est un miroir de la dégénérescence de l'humain. Et les animaux de ferme, c'est pareil. Sauf que il n'y a pas en plus la charge émotionnelle sur les animaux de ferme. Enfin, les animaux de ferme, si c'est quelqu'un qui fait, de l'élevage à l'ancienne,
ce sera moins marqué que des pauvres animaux de batterie, toujours enfermés et mangeant des choses non spécifiques, c'est-à-dire non adaptées à leur espèce, à leur tube digestif, à leurs véritables besoins physiologiques. Comme ce que nous faisons nous. Les nourritures préparées, même l'excellente cuisine française, ça n'est pas physiologique, puisque ça fait appel aux produits laitiers d'une autre espèce, et à l'âge adulte, les céréales, nous ne sommes pas des oiseaux, nous ne pouvons pas digérer les céréales. Donc à l'aide de préparations compliquées, nous arrivons à nous en tirer plus ou moins. La fermentation par levain naturel rend le grain digeste, plus digeste. Encore faut-il que ce soit de l'excellent grain et que cette fermentation soit conduite complètement, ce qu'elle n'est quasiment jamais. Il n'y a que quelques très rares boulangers scrupuleux et avec une démarche quasiment mystique, en tout cas spirituelle, qui font le pain de cette façon. Parce qu'en boulangerie, quand vous achetez un pain dit au levain, il y a un peu de levain dedans, mais il y a un peu de levure, toujours. Pour qu'on ait une fermentation, mettons 2 heures, 1 heure, 2 heures, et non pas aléatoire, parfois plusieurs heures, enfin plus que 2 je veux dire, avec le levain naturel qui est très sensible aux variations hygrométriques et de pression, etc. Donc pas assez de levure pour que ça lève en une demi-heure, mais pas assez de levain pour que ça lève tout seul. Donc ce n'est pas une fermentation complète, ce n'est pas une prédigestion du grain. Il y a beaucoup de choses à savoir dans ce monde, beaucoup. Et avec cette culture de la vidéo que je dénonçais, on n'en sait qu'une partie, on ne fait que survoler les choses, mais le pire c'est qu'on croit qu'on sait, parce que ce reportage, il était tellement bien fait, parce que cette vidéo, elle était tellement véridique. Mais ce qui nous reste de cette culture-là, ce sont surtout des impressions. Oh, j'y crois beaucoup. Mais quand on a lu un livre, il a fallu faire un effort intellectuel d'une autre portée, un effort de concentration jusqu'au bout, un effort actif. Et cette action est encore relativement passive par rapport au fait d'élaborer soi-même, de se poser, de réfléchir aux choses avec les données dont on dispose, et de se faire une idée par soi-même sur un sujet. Alors il est vrai qu'il y a des sujets que nous ne connaissons pas, il faut d'abord se documenter. Mais pour se documenter, il faut croiser les sources. Et les meilleures sources sont dans la vie. Ah oui, il y a des choses que nous ne saurons jamais par expérience directe. Les malversations ministérielles, le nombre de fusées envoyées dans la Lune, oui mais tout ça, est-ce que ça nous concerne vraiment finalement ? Est-ce que toute cette information, toute cette soi-disant connaissance qui est déversée constamment sur nous, toujours par voie de vidéo, est vraiment essentielle ? Et même, j'irai plus loin, est-ce que cette soi-disant connaissance ésotérique est déversée constamment sur nous parce que c'est la mode maintenant, bien que ce soit controversé, excellent, ça donne du piment à la chose, est-ce que c'est vraiment nos affaires ? Est-ce que c'est vraiment ce que nous cherchons ? Parce que quand les choses arrivent trop facilement, il y a vraiment lieu de se demander de qui elles émanent. Quand c'est trop facile, quand ça nous arrive tout cuit. Parce que bien peu sont ceux qui font le travail d'aller recouper, de réfléchir à ce que cette nouvelle information qu'ils reçoivent signifie dans leur vie et en quoi elle peut se raccrocher à une expérience déjà connue. Et puis aller chercher les sources. Et quand on cherche les sources en quelques clics et qu'on n'a pas de méthode, on peut tomber sur quelque chose qui n'est pas une source. Puisque tout le monde reposte, republie. Oui, reposter, republier. Ouais. Poster, c'est mettre à la poste en français. Hein. Donc, republie constamment des choses reçues. Donc, j'ai déjà dit, c'est pas parce qu'une chose est trouvable sur 10 sources ou 10 sites différents qu'elle est 10 fois vraie. Parce que parfois, c'est la même source, mot pour mot. C'est ce qu'on voit de plus en plus dans les sources officielles et dans les sources du grand public, ouais, de la masse à Twitter, ouais. Cher à Twitter, cher à Telegram, cher à réseaux sociaux. Réveillez-vous, les gars. Vous vivez dans un monde de rêve, comme il dit à Néo, tu as vécu dans un monde imaginaire. Et ça, c'est un monde imaginaire. Ce qui n'est pas imaginaire, c'est le ciel au-dessus de notre tête. Alors, il est peut-être pas réel,
mais c'est ce que nous pouvons constater chaque jour par nous-mêmes. C'est la chose la plus simple à regarder pour voir ce qui est. Les vérifications d'informations vont toujours s'appuyer sur des présupposés. Par exemple, si nous disons je vérifie dans Wikipédia pour savoir rapidement, mais Wikipédia n'est pas neutre. Que dire de ce personnage qui nous dit « Ah oui, j'ai vu un reportage là-dessus dans les archives de l'INA ». Donc pour lui, c'est vrai, c'est vu à la télé. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de fake. En français, s'il vous plaît, non ? Non, c'est pas possible. Non, c'est vrai, j'en demande trop. Non, tout était vrai. Dans les années 60, un reportage des années 60, l'INA, ou autour des années 60. Non, là, il n'y avait pas de manipulation. Les reportages, ils sont pas faits par des espèces de pseudo-journalistes, de l'élite quand même, pseudo-intellectuels, mais de l'élite. Pour travailler à la télé, fallait quand même être entré par une certaine porte. C'est pas n'importe qui rentrait à la télé et qui était journaliste et à qui on confiait des reportages. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, les mecs, hein. Donc non, ça n'a pas été fait par des Parisiens qui ont une idée derrière la tête. C'est un reportage sur la paysannerie. Excellent. Donc c'est pas des paysans qui vont te parler d'eux-mêmes, non. Ils t'expliquent ce que c'est le monde paysan. C'est marrant parce que dans ce dénigrement dégoûté, ou comment dire, même ces paroles trahissaient le truc mal digéré, recraché tel quel. Ouais, j'en ai été un peu choquée. J'ai retrouvé le mépris condescendant, mais quand même pas avoué, de mes parents pour le monde paysan. Oh, ils aimaient beaucoup les paysans, tout ça, mais enfin quand même ta grand-mère. Oui, tu sais qu'ils allaient chier dans un trou quand même. Ah oui, dans des latrines qui étaient mal propres. Or, moi, c'est ce que j'ai regretté de chez ma grand-mère. J'aimais bien les latrines. Ouais, j'aimais pas parce qu'il y avait des araignées. Mais j'aimais bien cet endroit avec son odeur spéciale. Tenez-vous bien, ça ne sentait pas la pisse et la merde. On avait un broc. Et il y avait un truc, non, c'était pas... on ne s'accroupissait pas, hein, c'était une cuvette de WC, mais assez haute. Et elle était, le siphon était percé d'un trou et ça descendait à la fosse ou dans un tuyau qui évacuait tout ça. Il y avait une odeur entre excréments et compost, une odeur peut-être de pierre et de salpêtre, une odeur comme c'était dehors au bas de l'escalier. Il y avait un placard à balai à côté et il y avait les toilettes avec ce broc. Je crois que c'était un broc de plastique, de ces plastiques anciens. Mais moi je ne détestais pas, à part les grosses araignées bien sûr, j'étais petite, toute petite. Non, je trouvais pas ça malpropre. Mais ce sont des gens qui ne supportent pas l'idée d'avoir à gérer leurs excréments. Plouf, ça doit disparaître dans l'eau, on ne doit plus rien voir. Ce ne sont pas des paysans. Les excréments des bêtes, surtout des herbivores, c'est le trésor. C'est le trésor qui fertilise la terre. Donc cette gestion des excréments, elle n'est problématique que pour les gens qui sont hors sol. Tout ça pour en revenir au fait que l'INA qui éclaire l'actu vous dit toujours la vérité. C'est curieux qu'il se trouve encore des gens comme ça sur mon canal, mes canaux. Je ne les encourage pas. Et je remarque qu'il y en a beaucoup en ce moment il y a des gens qui n'ont rien à faire là, mais qui s'ennuient. Donc ils sont pas d'accord avec ce que je dis, avec une partie des choses qui ne posent pas problème, pourquoi pas, mais ils viennent polémiquer. Ils viennent se faire exister l'ego. Alors que j'ai dit que je faisais pas de dialectique finalement, que ça ne s'adresse qu'à ceux à qui ça va apporter quelque chose dans la réflexion. Toutes ces émissions. Il n'y a pas matière à polémique, c'est pas ici que ça se passe. Je vois dans des suggestions que Soral a sorti un nouveau bouquin sur l'art de la dialectique. Ah, la dialectique, c'est le discours à deux, c'est la disputation à deux, et c'est ultimement l'art d'avoir raison, c'est-à-dire de faire plier son adversaire, et non pas d'avoir raison, mais de tourner les figures du discours et les figures logiques de façon à avoir l'air d'avoir raison, et à terrasser l'adversaire, sinon intellectuellement,
du moins en apparence. C'est exactement la différence entre la justice et le droit. La justice ou l'équité, eh bien c'est la justice. C'est ce qui est juste. Mais le droit n'est pas la justice. Le droit, c'est justement la disputation pseudo-logique qui vise à contourner, pas contourner dans le sens comme on contourne un obstacle, mais à tordre la réalité, voire la vérité, pour être à son avantage dans un combat, soit entre deux personnes, soit entre une personne et l'autorité judiciaire qui a pouvoir de briser cette personne. Il n'est pas question de justice, il n'est pas question de vérité, puisque la vérité, c'est souvent celle de l'un contre celle de l'autre, l'intime conviction de l'un contre la vérité de l'autre. Donc il est question de droit, c'est-à-dire de tout un appareillage, tout un processus mental, intellectuel très complexe, qui place la procédure au premier plan, et non pas les faits au premier plan. Donc nous en sommes là. Bien sûr, une critique constructive est intéressante, mais seulement si elle s'inscrit dans une démarche de bonne foi. Et ce que je vois, c'est que tous ces gens, il y en a de temps en temps quelques-uns ou auxquels je ne réponds pas, ou entre les participants eux-mêmes, mais on voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi. Ils viennent juste montrer à l'autre qu'il se trompe de façon parfois même insultante. Donc ça, c'est pas une démarche de bonne foi. Et même aller publier des remarques pour montrer à quel point les gens se trompent et sont idiots alors qu'ils ne l'ont pas demandé, ben, ce n'est pas non plus une démarche de bonne foi. On ne donne des informations contradictoires et plus ou moins conflictuelles que si les autres les ont demandées, si on est de bonne foi et qu'on veut aider les autres dans leur compréhension. Mais là, il n'est pas question de ça, jamais. Il est question de discorde. La discorde. La concorde, la discorde. Mais ce sont des mots qui ne sont pas anodins. Ben, ça vient de la même racine que accorder. Accorder, s'accorder, être d'accord. Être d'accord, ça veut dire des apostrophes, accord, un accord. La, l'accord parfait. Ben, un accord pas forcément parfait, mais être en accord. Pour discuter véritablement, et non pas se disputer et essayer de prendre l'avantage de par son ego dans le débat contradictoire, comme le faisait remarquer quelqu'un. Débat contradictoire, ce n'est que la confrontation d'ego. Le fait d'essayer d'écraser l'ego de l'autre avec son propre ego, donc aucun intérêt. Mais j'ai commencé une phrase et pour le coup, je me suis perdue en route. Mais le débat contradictoire, ça n'apporte jamais rien. Ça n'apporte que de l'émotionnel. Et le fait de renforcer son prestige par des moyens qui sont honnêtes et droits ou pas, généralement pas. Celui qui maîtrise l'art du discours paraît avoir raison. Et certains m'ont dit « mais c'est ce que tu fais aussi ». Pardon. Je l'ai fait forcément car chaque personne qui parle est convaincue d'avoir raison de ce qu'elle dit. Ayant connaissance des figures du discours ou pas. Mais la petite nuance, c'est que j'essaye de clarifier ma pensée pour moi-même. C'est quelque chose, c'est une démarche que je fais depuis très très longtemps, depuis mon enfance, puisque mon éducation m'y a porté. Et il importe d'abord que je sois d'accord avec moi-même. On ne peut qu'être d'accord avec soi-même, me direz-vous. Eh bien, c'est faux. Si vous vous examinez véritablement, vous verrez à quel point une grande partie de vos pensées a été induite. Et très tôt, à l'école par exemple. Donc il y a tout un tas de choses que nous n'avons jamais remises en question parce que ça nous vient de très tôt dans notre éducation et que nous n'avons pas identifiées. Ces choses auxquelles fondamentalement nous ne croyons pas, mais qui sont là comme une toile de fond qui sert de support à notre pensée ultérieure, notre pensée d'adulte. Enfin, qui s'est développée de façon ultérieure, ça je voulais dire. Et c'est en mettant au jour toutes ces choses qui n'étaient pas à moi. Par exemple, le fait que même à l'école, on ne fait pas forcément des cours là-dessus, enfin en tout cas à mon époque, mais il était convenu de penser que l'avortement, l'IVG, c'était une grande avancée pour les femmes et qu'étant une femme, je ne pouvais que
applaudir des deux mains au fait que l'avortement soit rendu si facile et soit un geste complètement anodin. Et je m'étais jamais penchée sur la question, mais étant adolescente, il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas là-dedans. Non, ça ne me plaisait pas. Je trouvais pas ça anodin du tout. Je trouvais ça très très lourd de sens. Et bien sûr, ce n'est pas à un homme de dicter ce qu'une femme doit faire de son corps quand c'est l'homme qui l'a engrossé et sans aucune espèce de considération, ni pour la femme, ni pour la vie. Je crois que le problème n'est pas du tout là. C'est un problème à deux. C'est un problème de société. Ah oui, il y a les viols, bien sûr. Et il y a les viols par emprise. Ben oui, quand quelqu'un a une emprise, ben si l'homme est plus âgé et est une figure d'autorité et que la femme est soumise, il y a un effet pervers avec tout ça parce que la femme, dans sa psychologie, ça c'est le monde de la prédation, elle a vite tendance à tomber amoureuse de son bourreau. Ce monde est très bien fait de ce point de vue-là. Alors on pourra facilement rejeter la faute sur la femme et pas du tout sur l'homme, alors qu'il y a dans un cas une prédation avérée et de la naïveté et de la programmation à la soumission de l'autre, alors c'est très facile de faire perdurer un monde de cette manière-là. L'homme est censé être le protecteur, pas le bourreau, parce que c'est lui qui a la force et l'ascendant sur la femme. La femme a l'ascendant, mais différemment. Quand elle a conscience de son puissant pouvoir sexuel, mais parfois elle ne l'a pas, tellement elle a été brisée. Brisée par la société, par la famille, parce qu'elle n'est pas belle, parce que, voilà, cette puissance qui réside en chacun d'entre nous est toujours détournée. L'homme se croit victime de la femme manipulatrice. La femme se croit victime de l'homme dominateur. Les deux sont vrais, les deux sont faux. Mais la question n'est pas là. Donc il y a toutes ces choses, je parlais de l'avortement qui soulève des questions tellement énormes sur la nature de ce monde et qui réduit juste à une déshumanisation et une négation absolue de la vie de l'âme, de l'être qui est encore dans le ventre. Alors il nous faut nous rendre compte à quel point une partie de nos pensées n'est pas à nous, pour faire cesser la dissonance. De même qu'il nous faut voir ce que nous avons devant les yeux et non pas ce qu'on nous dit que nous avons devant les yeux, pour faire cesser la dissonance et sortir du déni. Ça, c'est quelque chose qui se fait seul. Je n'insisterai jamais assez sur le fait que toute démarche spirituelle ou intellectuelle est une entreprise strictement personnelle. Notre relation au monde, notre relation à nous-mêmes, notre relation à Dieu émane d'un élan et doit être portée par notre volonté propre. On ne peut pas se laisser porter par le courant. On ne peut pas remettre son pouvoir à un courant religieux ou à une publication renommée pour nous dire ce qu'on doit penser ou ne pas penser. Le monde n'a pas toujours été comme ça, avec la prépondérance des médias, tous médias confondus. Le principe même qu'il y ait un média. Et je vous rappelle que média, c'est le pluriel de médium. Donc un média en français, c'est même pas vraiment tout à fait français, c'est du latin. Un médium, c'est-à-dire un moyen, un intermédiaire si vous préférez. On utilise le mot d'ailleurs au singulier pour parler de l'interprète, de l'intermédiaire entre le monde perceptible par des voies cognitives et le monde astral. Ouais, le monde occulte. Astral, non vérifiable par tout un chacun. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il est modelé à l'image de chacun, ce monde. Chacun s'en fait sa propre idée. Il y a des consensus aussi, bien sûr, quand les personnes ont les mêmes croyances fondamentales, elles vont les projeter dans leur vision de l'astral. C'est-à-dire que l'astral va s'immiscer en eux d'une façon qui est conforme à leurs croyances. Parfois, on les secoue un tout petit peu en leur faisant voir des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas, mais en général, c'est pas le cas. En général, les incursions astrales confirment les croyances
des gens qui en font l'expérience. Alors que nos recherches dans le monde tangible, nos recherches de bonne foi, poussées, infatigables, nous montrent des choses que nous ne voulions pas voir, que nous n'avions parfois même pas pressenties, et nous dévoilent une version de la réalité à laquelle nous n'étions absolument pas préparés. Choquante et totalement transformatrice. Pas dans le sens émotionnel, dans le sens mystique presque. On ne peut plus être au monde de la même façon avant et après la découverte de l'empoisonnement cynique, j'allais dire cynique et chimique du ciel. Mais une chose que je voulais dire quand on me dit que je fais du sophisme, de la manipulation par le langage, j'ai justement commencé ces émissions dans l'idée de mettre à disposition cette connaissance intellectuelle basique que j'avais de l'art du langage, parce que ce soit la grammaire du langage filmé ou la grammaire stricto sensu, il y a toujours une manipulation. Dès qu'il y a un reportage, il est orienté. Si moi je fais un reportage sur quelque chose, bien sûr qu'il est orienté. Je présente une version de la réalité, et une version outrée, face à une autre version outrée. Je ne prétends pas que ma version est la bonne, est la vraie, est la seule vraie. Je prétends montrer à quel point notre perception de la réalité est malléable. C'est pour ça que je suis effarée par les gens qui s'intéressent au sujet que je présente et non pas à toute la démarche de déconstruction du mensonge. Et quand je m'exprime, oui bien sûr j'essaie de me rendre intelligible, et je maîtrise l'art du discours. Déjà parce que je l'ai pratiqué. J'ai pas toujours été conteuse, je suis devenue conteuse. Je me suis essayée à la parole en public. En public, tout petit public, hein. C'était pas très glorieux, c'était des petits boulots, hein. D'ailleurs, j'ai jamais été intermittente du spectacle, hein. C'est un statut qui a été créé, un statut de complaisance en fait, pour que des gens qui travaillent pas beaucoup puissent se raconter qu'ils sont artistes, hein. Il n'y a pas que ce statut-là, et il n'existe pas partout dans le monde, ni même en Europe. Et il y a quand même des musiciens, des marionnettistes, etc. Des comédiens, mais les comédiens, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je fais quand j'utilise la parole, et vous qui m'écoutez et qui êtes chers à mon cœur, et que j'entends bourdonner autour de moi, quand je m'apprête à enregistrer pour vous, vous savez cela, que quand on parle avec le cœur et avec l'esprit et avec l'intellect, ça sonne juste. Relativement juste, il y a certainement des choses sur lesquelles j'essaye de me convaincre moi-même. Peut-être. Je suis pas dupe de tout ce que je raconte non plus, mais il y a aussi des choses, enfin tout ce que je raconte, tout ce que je me raconte sur l'objet de ma foi par exemple, puisqu'on ne peut pas vérifier ces choses-là. Et on ne peut pas vérifier grand-chose puisque le point de vue de l'observateur teinte vraiment fortement la réalité et la vérité. Comme disait l'autre, face à un arbre, il y a un homme, c'est le poète, il voit l'arbre, les feuilles et les nids d'oiseaux, et l'autre, il voit qu'un stère de bois. Donc bien sûr qu'on est... Notre expérience et notre nature profonde va colorer l'expérience de la réalité, l'expérience vécue de la réalité. Mais quand on parle d'un cœur sincère, même avec tout ce qui n'a pas été déblayé dans le mental ou dans l'émotionnel, quand on parle d'un cœur sincère, c'est pas l'intellect ou la connaissance des ressorts du langage qui va empêcher le cœur d'être sincère, et la voix d'être sincère, et la voix de porter plus exactement ces paroles sincères. La syntaxe en sera plus riche, le vocabulaire plus choisi. Quand on a le cœur pur, peu importe qu'on ait fait des études de lettres ou qu'on n'en ait pas fait. Moi, j'ai pas fait d'études de lettres, c'est pas ce que je voulais dire, mais par le fait, un peu quand même. C'est l'intention qui doit être juste. Et la rigueur intellectuelle. La rigueur intellectuelle, elle doit être là qu'on ait un fort bagage intellectuel ou pas. C'est-à-dire qu'on ne s'autorisera pas de raisonnements dont on sait qu'ils sont uniquement destinés à nous donner raison. Dans une joute avec l'adversaire qui n'est pas d'accord.
Mais si nous ne sommes pas d'accord au départ, nous ne serons vraisemblablement pas d'accord à l'arrivée. Sauf si, par des moyens fallacieux, l'un des adversaires a obligé l'autre à plier. Des arguments intellectuels, une façon de tourner les mots. Mais je vois bien que, très souvent, les ficelles sont grossières. La généralisation à outrance, un mot pour un autre, comme ce créativité employée tellement mal à propos, alors que, je le répète, je le redis, je le répète, quand j'emploie moi le mot créativité, c'est pour faire référence au processus associatif non linéaire et synthétique, synesthésique ou synesthésique du cerveau droit. Et là, c'était employé dans le mot de conceptualisation d'un système de contrôle. Mais la conceptualisation d'un système de contrôle, c'est tout sauf de la créativité. La créativité est ce qui nous ramène à la vie. Alors dans un autre contexte et venant de quelqu'un d'autre, j'aurais compris qu'il fit l'erreur, mais là c'est l'un des plus fidèles. Mais c'est un homme, avec un cerveau masculin un petit peu lourd, un peu parfois bœuf au labour. Ou alors était-ce un brin de mauvaise foi d'employer ce mot que j'ai si souvent défini de façon très précise comme étant l'exact contraire de ce que tu nous présentais, cher ami? Oui, c'est cette incompréhension. J'ai beau peaufiner mon langage et préciser les mots à chaque fois que je les utilise, parce que les mots ont plusieurs sens, leur ambivalence se prête justement à la manipulation par le langage, mais c'est quelque chose que je ne fais pas, d'employer les mots de façon floue pour essayer d'avoir raison. Mais souvent je me suis trouvée face à des hommes, pas toujours de bonne foi, il est vrai, qui employaient les mots et les concepts de façon floue. Créativité pour conceptualisation. Et bien sûr qu'il y a une différence. Je viens de l'expliquer. J'avais parlé de la marche créative sur les rochers. Là, il n'y a pas de conceptualisation, c'est le contraire. La vie qui crée de la vie, qui crée de la vie. Donc un système de contrôle des gens, de reconnaissance faciale ou de je ne sais trop quoi, c'est pas de la vie qui crée de la vie. C'est de l'antivie. Donc quand je suis face à quelqu'un qui connaît ma façon de m'exprimer, mes propos, la teneur de mon propos en général, et qui joue sur les mots d'une façon... là, je parlais pas de la personne qui l'a fait, mais récemment, mais d'une personne à qui j'ai été confrontée plusieurs fois dans des discussions où il y avait beaucoup de mauvaise foi de sa part. Bon, c'est quelqu'un qui sait comment je m'exprime, mais soit il a de la salade dans la tête, soit il va à toute force avoir raison. Et il me semble qu'il y a un peu des deux. Donc là, le débat contradictoire avec quelqu'un qui est trop imprécis dans sa carte mentale et qui n'est pas de bonne foi, ça n'apportera jamais rien. C'est un petit peu comme si on s'asseyait autour d'une table et que je dis tiens, je vais te faire goûter la liqueur de gentiane. Et le gars dit non, moi j'aime pas ce qui est amer. J'aime pas les trucs sucrés amers comme ça, goût de plante amère, j'aime pas du tout. Ah bon, mais t'aimes bien la bière? Oui, j'aime bien la bière, c'est acidulé, ça me va. Et disons, moi j'aime pas la bière. Alors là, on est au café, de part et d'autre d'une table, lui devant son demi et moi devant ma gentiane, et on essaie de se convaincre mutuellement que ce qu'on a choisi de nous est meilleur au goût. Mais c'est tout simplement que notre physiologie ne nous permet pas de goûter avec plaisir les mêmes associations de goût. Parce que nous sommes façonnés d'une certaine manière comme ça. Or, nous ne pourrons jamais convaincre tout le monde, ce n'est pas l'idée. D'abord parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas par eux-mêmes, qui sont juste programmés, mais qui sont très virulents. Et ceux-là n'ont pas entrepris le voyage d'explorer leur propre esprit pour voir ce qui était à eux et ce qui n'était pas à eux. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Parce qu'en eux, l'âme ne vibre pas. Je ne sais pas s'ils n'en ont pas ou si elle ne vibre pas, si elle est éteinte, mais il n'y a pas cet élan vers la vérité. Rechercher la vérité qui revient à traquer les mensonges et à se libérer de toute l'oppression comment c'est, j'ai un mot comme ça dans la tête qui tourne, de la manipulation.
Peut-être on est toujours manipulé dans les faits, parce qu'on ne peut pas se soustraire au CIVOM, au syndicat des ordures qui vous dit de faire ci et de ça, et à la loi et aux limitations de vitesse. Peut-être pas, on ne peut pas s'y soustraire. Mais on sait que c'est mensonger. Mais on sait que c'est faux et on sait qui est derrière. Ça change tout. Et les 90% de portails organiques qui semblent être des êtres vivants, pour eux, non, ça ne change rien de savoir que c'est faux ou pas. Ils préfèrent ne pas savoir. Ce sont typiquement des personnages non joueurs. Ils font partie du décor. Ils font exactement ce qui est attendu d'eux. Même si eux ne le savent pas toujours. Ne le savent pas d'ailleurs. Ils croient penser par eux-mêmes, mais ils sont totalement prévisibles. Ils sont prévisibles émotionnellement, et comme ils raisonnent avec leurs émotions, on sait toujours ce qu'ils penseront et pour qui ils prendront parti. Selon leur personnage de départ. Oui, ils votent à gauche, ils votent à droite, ils font ci, ils font ça. Selon leur carte de départ, ils vont se comporter de façon conforme. Les manipulateurs le savent très bien. Et nous aussi, nous le savons parce que nous avons mis au jour une grande partie de notre programmation et nous voyons à quel point les ressorts sont toujours émotionnels. Vous savez bien, je suis Charlie, etc. C'est comme ça qu'on nous fait descendre dans la rue, aller voter pour un candidat que nous conspuons par ailleurs. Ça, ils nous font le coup à chaque fois. Ça, c'est les trucs les plus gros. Après, il y a les autres trucs, les peurs virales, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ces gens-là, même s'ils voient un petit peu derrière le voile, quand un pan du voile se soulève, ils retournent bien vite à leurs habitudes. En fait, cette rencontre avec la vérité n'a rien changé, sinon qu'ils ont verrouillé les écoutilles 2 fois plus fort. Donc, prions pour eux, mais ne disputons pas avec eux. Non, pas ne nous disputons pas. Disputer, c'est-à-dire, la disputation dialectique, quoi, le débat d'idées, si vous voulez. Je ne le dirai jamais assez, il n'y a pas de débat d'idées, parce qu'en général, ces idées ne sont pas à nous, et il n'est pas question d'idées, du reste, mais de la façon de faire accepter les idées par quelqu'un d'autre. C'est un duel. Et celui qui a les armes les plus affûtées terrassera l'autre. Ça évoque, il n'évoque pas d'ailleurs le jugement de Dieu. Et c'est celui qui gagne à la fin, qui avait raison. Oui, parce que les hommes reconnaissent quand même, dans cette idée de jugement de Dieu, c'est un truc au Moyen-Âge, vous savez le Moyen-Âge, ou même dans l'époque féodale, quand on ne pouvait pas déterminer qui avait tort, qui avait raison, ou qui était le coupable, qui était l'innocent de 2 personnes, il y avait cette idée de jugement de Dieu par un combat. Et celui qui succombait était le coupable, et celui qui gagnait était celui qui était le champion de Dieu. Le champion, c'est-à-dire le choisi. Et finalement, ça ne me semble pas si bête. Un petit peu comme le tirage au sort pour les élections. Si on tire au sort des citoyens, il y a plus de toutes ces malversations, tout cet appareillage qui se met en place pour contrôler le pouvoir. C'est impossible puisque ça change à chaque fois et qu'on ne sait pas à l'avance. Ce sera le hasard. Bon, là c'est pas tout à fait la même chose, mais dans le jugement de Dieu, tous ceux qui ne croient pas en Dieu, donc les éducations que nous avons eues, moi j'ai vu tous ces films avec le jugement de Dieu, et je me dis mais c'est profondément injuste. Puisque comme Dieu n'existe pas et que c'est une fausse croyance, c'est le plus fort qui va gagner. Mais c'est pas forcément le plus fort qui gagne. De nombreuses histoires mythologiques nous enseignent que ça peut être le plus petit, le plus malin, mais que le plus malin n'est pas le plus méchant. Il est juste, il est droit, il est loyal, mais il n'a pas la force avec lui, et pourtant c'est lui qui gagne. Donc dans le jugement de Dieu, si on imagine que le monde n'est peut-être pas ce qu'on croit, et qu'effectivement, Dieu, quoi que soit Dieu, regarde les hommes, et que celui qui est authentiquement innocent, même s'il n'a jamais manié une épée, et se confie au jugement de Dieu, lui-même sera aidé d'une façon surnaturelle, non pas astrale, mais émanant directement de Dieu. Dieu armera son bras, Dieu parera les coups. Après tout, chers amis, pourquoi pas ?
Si nous n'étions de Dieu, si nous n'étions pas aidés par lui, nous ne serions déjà plus là. Au regard de tout ce qui est déversé sur nous, au regard de toute cette fausseté, comment pourrait-il subsister encore un seul brin de beauté, de bonté, de gentillesse, de douceur et d'élan généreux envers son prochain, alors que tout nous pousse au désespoir? Si nous n'avions Dieu dans notre cœur, nous ne serions plus vivants. Si nous n'avions pas cette étincelle de vie qui n'est pas venue avec nous, mais qui au contraire nous a donné naissance, nous serions éteints. Mais non, nous ne sommes pas éteints. Nous sommes voilés. Nous sommes grésillants. Nous sommes vacillants. Mais nous ne sommes pas éteints.